Bonjour à tous. Ça chauffe dans les chaumières des formations politiques. Les investitures aux élections législatives et municipales, notamment les investitures des candidats, provoquent de vives tensions dans certains partis politiques, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce week-end, plusieurs démissions de militants RDPC ont été enregistrées à l'extrême nord et dans la région du sud-ouest pour dénoncer leur mise à l'écart dans le processus de présélection des candidats à cette compétition électorale. D'autres militants RDPC ont même manifesté dans les rues de Yaoundé pour dénoncer l'attitude de certains responsables politiques accusés de violer les consignes du président national du RDPC sur les critères de choix de sélection des candidats aux élections législatives et municipales. Durant cette semaine, la presse avait déjà révélé ses manœuvres discriminatoires et ses risques d'implosion de la base militante du parti au pouvoir. Selon le journal Émergence, le RDPC est en ébullition car la guerre des listes fait déjà rage et le journal Tribune d'Afrique constate que les députés et maires ayant déjà fait plus de 3 mandats font des pieds et des mains pour rester éternellement à l'hémicycle et à la tête des mairies et des municipalités. Parmi ces parlementaires en ballottage figure Kavaye Guédibril. Selon l'œil du Sahel, le président de l'Assemblée nationale et député RDPC est en danger dans le maillot Sava en raison des critères de sélection des candidats des critères qui font la part belle aux jeunes du RDPC. Cette résistance farouche des vieux fait dire à la nouvelle expression qu'il y a un conflit de génération qui déchire le RDPC, le parti au pouvoir. Dans cette atmosphère préélectorale, des candidats de l'opposition sont exaspérés des multiples blocages et tracasseries durant la constitution des pièces exigibles pour le dossier de candidature à Elecam. Le quotidien Le Jour dénonce le mauvais jeu des sous-préfets et la nouvelle expression constate de son côté qu'un député SDF a créé la surprise. Déjà investi pour être à nouveau candidat aux élections législatives, l'honorable Aoudou Mbaya a jeté l'éponge, refusant de marcher sur le sang et l'honneur de ces populations du Nord-Ouest confrontées à une escalade de violences meurtrières et 3 ans de crise anglophone. Alors que le gouvernement défend le professionnalisme et l'engagement de l'armée camerounaise à protéger ces populations et défendre l'intégrité du territoire contre les séparatistes armés, les États-Unis soutiennent qu'une victoire militaire est improbable et insistent sur des solutions politiques inclusives sur le théâtre de la crise anglophone. En réponse aux attentes de l'opinion publique et la communauté internationale, le chef de l'État du Cameroun a instruit le recrutement de 500 traducteurs et traducteurs-interprètes dans la fonction publique, considérée comme une application de recommandation du grand dialogue national après la suspension d'une partie de l'aide militaire et la suspension du Cameroun de l'accès préférentiel au marché américain. Les États-Unis sont-ils prêts à aller plus loin pour la résolution de la crise anglophone? Le gouvernement camerounais sous pression a-t-il encore les cartes en main pour mettre fin à cette crise anglophone? Pendant que les défis sécuritaires se multiplient au Cameroun, en Afrique centrale, la sous-région envisage d'engager une réflexion sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération monétaire entre la France et la CEMAC sur la question du franc CFA. Quelles sont les implications d'une telle résolution au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois le professeur Charlemagne Pascal Msanga-Nyamding. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous vos téléspectateurs, mais surtout bonjour à tous ces copanélistes dont la qualité ne souffre d'aucune contestation. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, oui, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Également présent sur ce plateau, Serge Aimé Bicoy. Bonjour. Bonjour Cédric, nous faisons les saluts à tous les copanélistes. Vous êtes chef de service politique et économie de la radio RTS, émettant depuis Yaoundé. Merci d'avoir fait le déplacement de Douala pour participer à ce débat. Merci bien, plaisir partagé. Et également présent sur ce plateau de droit de réponse, il est l'un des éditorialistes de la Nouvelle Expression. Il est également consultant sur droit de réponse
Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Loufelier, je salue tous les copanélistes, mon affection particulière et personnelle à tous les téléspectateurs de cette émission. Deux autres panélistes sur ce plateau de droit de réponse. D'abord, Fa Elvis Taillon. Bonjour. Good morning, Cedric. Good morning to all the televiewers who are watching us right away. And of course, special greetings to the co-panelists who are present here. As we say, special greetings to the people of Gunuko village as usual, watching us right away. Vous êtes le représentant du MRC et ses alliés sur ce plateau. Et juste à côté de vous, un cadre politique du SDF, Maître Lavoisier Tsapi. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour à tous les copanélistes et également un dimanche particulier à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous ce dimanche. D'entrée de jeu, cette guerre des investitures dans les formations politiques, notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding. Il y a un député sortant du RDPC dans le FACO, Fritz Ngeka Etoke, qui a annoncé sa démission du RDPC dans une lettre signée le 22 novembre 2019. Il se plaint de recevoir des menaces de mort de la part des responsables du RDPC dans le FACO. Il dit que les jeunes et les minorités n'ont pas de place dans l'agenda politique des responsables du RDPC dans ce département et il se plaint de la dominance des élites RDPC dans les activités politiques dans le FACO. Comment expliquer la démission de militants, députés sortants RDPC, au moment où les investitures se déroulent au centre de votre formation politique? Oui, moi je crois que le RDPC est né en 85 à Bamenda et était porteur des idées qui devaient accompagner le président de la République dans sa politique du renouveau. Le renouveau, c'était la rénovation. Malheureusement, plusieurs années après, le renouveau est sous l'emprise des gourous, c'est-à-dire des personnes qui estiment que le RDPC ne peut pas librement fonctionner comme un parti politique, mais c'est un parti qui doit fonctionner comme une secte. Vous savez que dans les sectes, il y a une hiérarchie. Et comme ils ont confisqué le parti par rapport à leur choix philosophique, eh bien, ils veulent transférer les logiques philosophiques privées à une grade politique que, si vous observez très bien, le président Paul Biya, qui a fait un score de 71%, en gros, a perdu l'élection dans le Grand Sud. C'est-à-dire, il n'a que 24%. Et si vous faites le ratio, 71%, c'est le Grand Nord qui a donné 47% au chef de l'État. Je dis bien que le Grand Nord, 47%. Le Grand Sud, le Grand Nord, c'est l'extrême Nord, le Nord et la Damawa. C'est là où le président a eu 47%. Or, quand je dis qu'il a perdu dans le Grand Sud, si vous faites 47 ôté de 71 et c'est 24%, ça veut dire que cette région, même si le Nord et le Sud sont en guerre, cette région n'ont donné qu'au président 24%. Parce que quand vous prenez à peu près les 15% du ministre Kamto, le score de Cabral Libi, le score de Joshua aussi, et les autres scores, rassembler ces scores, parce que c'est comme ça qu'on analyse une élection en sociologie politique, c'est l'opposition qui est majoritaire dans le Grand Sud. Et j'ai dit qu'on tire les leçons. On n'a pas tiré les leçons. Alors, avec ces investitures, à partir de là, ou ces élections législatives et municipales, est-ce que les critères de choix des candidats du RDPC sont respectés dans le cadre des investitures en cours? Pas du tout. Et c'est là où je vais chuter. Je vais peut-être vous rappeler aux camarades à qui je souhaite beaucoup de courage dans le combat initié par des grands malhonnêtes qui occupent des fonctions de ministre, de DG, de machin, qui veulent s'accaparer du parti, que le président a sorti 2 circulaires. Et le vice-premier ministre Jean Côté, qui est un homme intègre, a sorti une autre. 4 critères fondamentaux étaient mis en avant. 1. La loi, le respect de l'encadrement par la loi. 2. La moralité. 3. La rénovation. 4. L'état de service dans le parti. Et malheureusement, vous allez voir, je vous prends le cas d'une commune comme chez nous, à Yabassi, où certains ont encore violé ce qui a été fait à la base. Il y a un monsieur qui est condamné. Il y a des messieurs qui ont des problèmes en justice. Et je chute en vous disant que
Dans le cas de Yabassi, je vous prends ce simple exemple pour vous montrer que les gens qui font le désordre sont des ministres du président pour la plupart. C'est le cas d'une CAM. Je suis le vice-président de la commission communale. Yabassi est la seule commune, la seule sur les 360 communes, avec mon frère, une Tonnet Félicien. Nous avons fait le consensus. Le consensus dès le départ. Ensuite, c'est remonté à la départementale, où moi j'ai travaillé avec le départemental, le ministre Mouele. Nous avons validé une liste. J'ai dit valider. D'ailleurs que la mission de la commission départementale, ils ne comprennent même pas les textes du président. C'est une commission départementale de contrôle. De contrôle. Elle n'a pas pour mission de tuer les consensus. À la fin, qu'est-ce que le ministre Mouele et ses copains ont fait à Yabassi? Ils ont changé les listes. Est-ce que vous avez les preuves? Je vous confirme cela. Tout à fait. Tout simplement pour vous dire que le RDPC et certains membres du gouvernement et certains militants donnent l'impression que c'est ce parti qui va amener la guerre civile au Cameroun. Si on ne les tient pas, il est temps que le président reprenne les choses à main, parce que nous avons désormais la preuve que beaucoup n'ont rien à faire dans notre parti. À Yaoundé, premiers, ce sont des femmes et des jeunes du RDPC qui ont bloqué l'entrée du domicile d'un ministre situé non loin du palais des congrès. Ces militants ont dénoncé le non-respect des quotas prévus pour les jeunes et les femmes dans la liste des candidatures du RDPC dans la répartition des sièges pour ces élections municipales. Ces militants également ont dénoncé des magouilles qui ont pris le dessus sur la circulaire du président national du RDPC, Serge Aimé Bikoy. Ces magouilles, ces déchirures observées lors des investitures au sein du parti au pouvoir, comment expliquer cette atmosphère qui règne dans cette formation politique au moment où il faut choisir les candidats à même d'aller à cette compétition électorale? Bien, ces différentes actions traduisent essentiellement un ensemble de batailles qui règnent dans le parti au pouvoir. Vous savez bien que ce que prévoit la circulaire relève d'un ensemble d'éléments qui sont purement et simplement théoriques. Maintenant, il faut questionner le degré de matérialité ou bien le degré d'application des éléments de la circulaire sur le terrain. C'est la raison pour laquelle vous pouvez davantage observer qu'il y a un ensemble de récriminations, un ensemble de doléances, voire des plaintes qui sont davantage formulées par la base militante. Parce que si aujourd'hui vous ne respectez pas scrupuleusement ce que la base militante demande, ça pose un problème de fond. Parce que lorsque vous jetez un regard panoramique sur la circulaire, vous constaterez qu'il y a un souci d'exigence du renouvellement des acteurs du RDPC qui devraient davantage être investis. On veut davantage qu'il y ait un souci de participation non seulement des jeunes, mais bien plus des femmes, de manière que ces derniers soient davantage investis. Il y a là un objectif qui consiste davantage à montrer que si aujourd'hui vous êtes appréhendé comme un aîné social ayant davantage fait ses preuves, même si vous avez déjà fait plusieurs mandatures, il est question aujourd'hui de voir comment on peut davantage opérer ces différents dosages-là. Mais à Yaoundé premier, comme vous l'avez relevé fort opportunément, constatez qu'il y a des récriminations parce que ce que la base exige au demeurant, ce n'est pas ce qui est véritablement appliqué. Vous savez bien que c'est Émile Andier qui est le maire sortant du Yaoundé premier et visiblement, les uns et les autres voudraient véritablement qu'il y ait une liste qui puisse davantage intégrer les jeunes et des femmes. Parce que ce sont des composantes aujourd'hui qui constituent cette démographie électorale, de manière que l'on puisse davantage avoir un ensemble de stratégies en termes de renouvellement de ces différents acteurs qui devraient être aujourd'hui, qui devraient être en 2020 au Parlement, de même que dans les municipalités. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un ensemble de désidérata, d'aspirations et d'exigence de la base militante, ça crée toujours des frustrations, ça crée des formes de discrimination au point où il y a des revendications. C'est la raison pour laquelle vous avez vu par exemple sur les différentes vidéos qui ont circulé hier un ensemble de femmes et d'hommes qui exigent véritablement qu'il faut que l'on applique scrupuleusement la circulaire. Vous savez que la circulaire exige, il y a un ensemble de critères que le professeur Messana a relevé entre autres, parce que au niveau de la discipline du parti, il faut davantage tenir compte d'un ensemble d'éléments. Le premier élément vise davantage à écarter des personnes considérées comme indisciplinées dans les investitures. Il faut également écarter les personnes qui sont
accusés de corruption, qui sont accusés de prévarication dans leur gestion, s'ils sont aujourd'hui responsables dans un ensemble de postes de décision. Il s'agit également d'écarter ces différents acteurs qui ont été qualifiés d'indisciplinés. Bon, c'est vrai que ça ne va pas raconter l'assentiment pour ceux misérants, parce qu'il faut savoir que le 5 décembre 2013, près de 30 personnes exactement avaient été sanctionnées. Oui, il y a certains qui ont été avertis, d'autres qui ont été blâmés et 9 qui ont été exclus définitivement. Oui, monsieur Bikoy, oui, il faut bien préciser que dans mon cas, je vous prends mon cas, et je le dis ici à mon division. Prenez mon cas. C'est le ministre Ndon Soumet qui était rapporteur de la commission de discipline. Il est ministre chargé des missions. Prenez mon cas. J'ai été acquitté. Mais monsieur Moukoko, un ministre, ils sont allés mettre mon nom. Donc vous voyez que ça ne correspond à rien. Le chef de l'État est au courant de cela. Prenez mon cas pour vous montrer que même cette commission Moussongue a été vilipendée. Si nous étions aux États-Unis, il y aurait eu le Watergate. On aurait demandé à ces gens que... Je vous donne les noms des membres de cette commission de discipline. Président Mafani Moussongue, Madame Tchente était là, Talba Mala était là, Moncam Jean-Fabien était là, Don Soumet était rapporteur. Allez leur demander si quelqu'un comme moi n'avait pas été acquitté. Mais Moukoko a mis mon nom et on a validé. Donc vous voyez que même les commissions d'indiscipline se foutent de la vision du président de la République. Comment le président peut dire je mets en place une commission ad hoc d'indiscipline? Elle fait son travail, elle délibère. Des gens n'ont même plus peur du président et vont changer cela. Je vais vous dire quelque chose. Dans une audience où le chef de l'État m'a reçu, je vous dis dans une audience, je lui ai fait état de cela. Et le président a tiré les leçons. Vous avez vu dans quelles conditions il a limogé son ministre des Affaires étrangères, Mokoko Bonjo, aux Nations Unies. Ce ne sera pas une attaque personnelle contre... Non, je voudrais vous dire que même cette commission de discipline... On parle de la réalité au sein de la formation politique. Vous avez raison. Et non les raisons... Non, je vous montre des membres du gouvernement. Tout ce que le président Paul Biya fait est repensé par des groupes actifs qui veulent le pouvoir et qui détournent ses visions. On parle de la discipline. C'est certains qui devaient aller au conseil. Professeur Msanganya, c'est compris. On parle du RDPC. Ils sont toujours là. Serge Bikoy, je vous en prie, professeur. Serge Bikoy, lorsqu'il y a des menaces de mort à l'endroit, des bandits comme ça. Je vous en prie, soyons polis et respectueux. Non, professeur Msanganya Nyamding, je vous en prie, vous êtes responsable de vos mots. Excusez-moi. Pas d'injures à l'encontre des personnalités. Il y a des bandits dans le RDPC. Je vous en prie. Il y a des voyous. Permettez à d'autres panélistes de pouvoir réagir. Alors, Serge Bikoy, lorsqu'il y a des députés sortants, RDPC, qui se plaignent de recevoir des menaces de mort de la part de leurs propres camarades, notamment dans le département du Fako, comment expliquer que des batailles des investitures tournent avec des attitudes de ce type où des menaces de mort sont envoyées, où des jeunes et des femmes sont souvent mis à l'écart selon les plaignants? Il faut constater que chacun use des moyens pour véritablement intimider, opprimer ou bien mettre en déroute tout un ensemble d'adversaires. Vous savez bien que nous sommes dans un champ politique qui est essentiellement un champ de lutte. Et dans ce champ de lutte-là, il y a non seulement des luttes symboliques à travers des expressions, à travers un langage qui est essentiellement violent, à travers des menaces de mort, à travers des cas d'intimidation. Vous avez également un champ de lutte qui est physique. Parce qu'il y a des moments où des adversaires arrivent davantage aux mains, de manière à pouvoir se livrer un ensemble de guerres et de guerres, de manière que l'on puisse aboutir justement au sang. Moi, je pense qu'il y a là, ça nous permet de réfléchir sur la considération même du champ politique aujourd'hui. Est-ce que on doit davantage s'éterniser dans un ensemble de curés de leadership, un ensemble de curés de positionnement, un ensemble de luttes fratricides qui sont aujourd'hui préjudiciables, non seulement pour des acteurs politiques, mais bien plus pour l'ensemble du système. Ça montre là que des individus n'ont pas davantage assimilé une certaine culture politique qui puisse davantage tolérer ou bien être indulgent par rapport à un ensemble de divergences du point de vue que l'on peut avoir. Nous sommes bien dans un champ politique qui n'est pas unidirectionnel, qui n'est pas uniforme, mais qui est marqué du sceau d'un ensemble de conflits, de tensions, de divergences. Mais maintenant, il faut davantage savoir transcender ou bien surmonter ces divergences de manière à pouvoir voir dans quelle mesure on peut s'impliquer tous dans le jeu de la compétition politique, de manière que chacun puisse davantage user d'un ensemble de moyens rationnels et
cohérent, leur permettant davantage de pouvoir acquérir un ensemble de capitaux déterminés. Mais on se rend davantage compte qu'il y a des coups bas qui règnent et demeurent dans le champ politique et qui participent davantage à alimenter ces différentes guéguerres au point où aujourd'hui certains en font les frais. Justement, la nouvelle expression Edmond Kamgea parlait de conflit de génération qui risque de déchirer le RDPC, le parti au pouvoir. Pourquoi une telle affirmation à la une de la nouvelle expression? Nous constatons avec les informations qui viennent du terrain et dont nous ont parlé tantôt le professeur Messangani Amdine et Serge Mebikoy, que c'est grave dans les partis politiques depuis que la décision a été faite au niveau de la hiérarchie des formations politiques du pouvoir comme des partis de l'opposition de clarifier les choses au niveau des investitures. Et par rapport à la question que vous posez en termes de conflit générationnel, on le voit et c'est véritablement tendu au sein du parti au pouvoir. Regardez vous-même, vous avez pris l'exemple de Yaoundé 1er, où on a vu pratiquement un sitting des femmes du RDPC et des jeunes du RDPC devant le domicile, la rue qui va vers le domicile d'une pente de régime qui est censée appliquer la circulaire du parti. Et nous avons, au niveau d'Equinox, rendu compte de la situation. Et on a donné la parole à ces femmes-là et à ces jeunes-là. Et ils disent que non seulement les quotas dans la circulaire du parti ne sont pas respectés, mais ces femmes et ces jeunes ont dit on est d'accord pour le consensus. Le consensus est qu'il y ait au moins 5 femmes, 5 places pour les femmes, 5 places pour les jeunes. Malheureusement, au finish, ils se rendent compte qu'on les a grugés. Au finish, c'est 2 places pour les femmes, 2 places pour les jeunes. Ils disent non, cela ne peut pas se passer ainsi. La violation des règles consensuelles, que ce soit dans les partis, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit sur toutes les plateformes, ou même dans les règlements de conflit, c'est ça qui attise les conflits. Et tout à l'heure, le professeur Messangani Amdine parlait de la commission communale au niveau de Yabassi, où ils se sont entendus. Il y a eu une base consensuelle sur laquelle les élites se sont entendus et il suffisait simplement qu'au niveau de la commission départementale de contrôle, que cette règle soit validée. Mais malheureusement, comme il le dit lui-même, cette règle a été torpillée par les hiérarques du parti qui, au lieu de rendre compte de manière claire et efficace au comité central du parti de la réalité sur le terrain, la réalité consensuelle sur le terrain, sont allés faire une autre liste en violation des règles consensuelles. Vous le voyez bien, que ce soit dans Yaoundé 1er comme dans le CAM, au sein du RDPC, il y a péril à la demeure. Il faut se poser des questions. Et tout à l'heure, il y a également un certain nombre de règles qui ont été énoncées par le professeur Messangani Amdine, qui sont valables également pour les autres formations politiques de l'opposition. C'est-à-dire l'encadrement du parti. Parce que dans toutes les formations politiques, il y a la nécessité de respecter la règle de droit, la loi qui encadre les formations politiques. Il y a ce souci de la moralité des candidats. C'est valable au sein du RDPC comme dans les partis de l'opposition. La rénovation, et c'est là, ça rentre dans la question que vous avez posée, le conflit intergénérationnel. On se rend bien compte que, particulièrement au RDPC, on ne veut pas tenir compte de ce que le chef de l'État a demandé, un peu plus de femmes, un peu plus de jeunes dans les formations politiques. C'est exactement ça. Et ça, c'est grave, c'est gravissime. Ils ne veulent pas tenir compte de ce que le chef d'État... C'est-à-dire qu'ils violent la circulaire du président national. Ils disent que Biya est vieux. Ils disent que Biya ne comprend plus rien. Ils disent qu'il faut qu'il présente Biya, c'est pourquoi ils le font. J'ai vu l'exemple dans l'ONCAM. Ils disent que le président ne comprend plus rien. Ils disent qu'il faut qu'on se prépare à prendre le pouvoir. Et c'est cela, ce que vous dites là. Et cela nourrit le conflit générationnel au sein du RDPC. Et nous espérons que au sein des partis, les formations politiques de l'opposition, qu'ils tiennent compte de tous ces aspects-là, c'est-à-dire l'encadrement de la loi, la moralité des candidats, qui intègre également, on peut le dire, la discipline, la rénovation au niveau du souci d'impliquer davantage des jeunes dans les formations politiques, au niveau des listes, les municipales comme les législatives, mais encore et surtout, il faut le dire, la nécessité pour les formations politiques de tenir compte dans les investitures des paramètres qui sont importants. C'est-à-dire, il faut le dire, chaque formation politique tient compte des objectifs locaux et des objectifs nationaux lorsqu'il y a des élections. Il ne faudrait pas que certains membres ou cadres des formations politiques qui, pour certaines raisons, ont pu être peut-être mis à l'écart au profit d'autres candidats du parti qui
il faut le dire, sur la base militante ou sur la base non militante, n'ont pas étalé leur visibilité, mais qui au niveau des états de service, parce que là il faut le dire, c'est un critère important, les états de service. Il y a dans le parti, les états de service dans le parti sont très importants et c'est un paramètre qu'il faut asseoir et tenir compte au niveau du choix des candidats qui vont figurer sur les listes législatives et municipales. Et il faut le dire, en définitive, pour chuter Cédric Noufélé, on le voit, au sein du parti au pouvoir particulièrement, et vraisemblablement dans certaines formations politiques de l'opposition, mais qu'on ne voit pas, dont on n'annonce pas encore, dont on ne parle pas beaucoup. Il y a également des problèmes. On espère que d'ici lundi, le lundi 25 novembre, date butoir, date à laquelle les formations politiques doivent déposer au plus tard leur dossier de candidature et obtenir non seulement des sous-préfets, des mairies et de toutes les autorités municipales comme des autorités, la sous-préfecture, les documents. Et il faudrait, et ça j'insiste là-dessus, M. Noufélé, il faudrait que ces autorités-là, notamment au niveau des sous-préfets, dont certains sont encore zélés et n'ont pas permis à certains partis politiques, parce qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont refusé de mettre leur signature. Il faut que ces sous-préfets sachent que nous les observons et nous espérons qu'au plus tard, à la date butoir de lundi, à l'heure indiquée, qu'ils aient fait leur devoir et rien que leur devoir. Parce qu'il ne faudrait pas que dans les débats, parce qu'on a souvent coutume de dire ici, et le MINAD lui-même a souvent accusé certains journaux basés à Douala de ne pas donner la bonne information ou de ne pas tenir compte de l'équipe de l'information. Nous avons ici sur nos plateaux toujours des débats équilibrés avec toutes les sensibilités politiques. Nous veillons sur le terrain à ce qui se passe et nous allons constater, s'il y a certains sous-préfets, jusqu'à la dernière minute, qui ne font pas leur devoir de faciliter, n'est-ce pas, que les listes des législatives, les listes des municipales, pour les différents candidats de l'opposition, ne sont pas faites, nous allons rendre compte, et nous allons indiquer qui ils sont. Il ne faudrait donc pas qu'on ait l'impression que c'est une instruction du MINAT, que c'est un comportement antidémocratique qui a été instruit au niveau des sous-préfets. Nous l'avons vérifié, il n'en est aucunement question. Nous avons plutôt le sentiment que certains sous-préfets jouent un jeu trouble avec certaines élites de certaines régions pour ne pas faciliter, n'est-ce pas, la sortie des listes à temps de certaines formations politiques de l'opposition. Et dans le département du Mungo, il y a certaines circonscriptions administratives, notamment en Konsamba 2e, où des candidats de l'opposition se sont lancés à la recherche active des chefs de quartier et des chefs de bloc afin qu'ils attestent et signent le plan de localisation de leur domicile. Malgré cela, l'autorité administrative affirme qu'il ne connaît pas certains chefs de bloc et qu'il estime que les cachets sont flous, selon les propos de ces candidats qui ont du mal jusqu'à cette heure à pouvoir obtenir les documents chez certaines autorités administratives. Fin Elvis Taillon sur ces difficultés rencontrées par les militants de votre formation politique à constituer les pièces exigibles pour le dossier de candidature aux élections législatives municipales. Comment vous le vivez? Well, I think that we have been able to look at the cacophony that surrounds the present compilation of documents. As I said, or as I'm saying, Noufélé, the good thing we have is that from what President-elect Professor Maurice Kamto, in one of our previous outings in June-July, that even led to their incarceration, had been to fight electoral hold-up as one, and also two was to fight against corruption and also against the war, to stop the war in the Northwest Southwest. And in the issue of corruption, here we mentioned a number of things. Now, when you look at what is transpiring now, it is simply that breed of corruption that is coming up within the ruling party. I have said time and again that the regime has proven to us that the CPDM and the administrators are one. CPDM and administrators are one. And that's why we discover that most of the times their actions are timely. Frederick, let me tell you, shock you in an investigation I carried out as an investigating journalist, that most of the files of the CPDM officials, they have been bundled and they are done in a group. And of course, some of them are signed even at the homes of the divisional officers. And most of the elites, just like
our brother from the Nouvelle Expression just mentioned here, you realize that most of the time the elites are the ones who influence those deals, because the elites tell them, these are the names that are coming before you. Any name different from this name, know there's an opposition name that you can treat the way you like. I am sorry to tell you that. And since some of these deals have refused to do the job given to them by Minat, but for fear that the elite in Yaoundé can influence their transfer, can influence their punishment, and can also give them money that is required for them to run their shady deals and errands, explains why some of them have decided to follow the instruction from the elite and not instructions laid down by Elekam or laid down by Minat. But then, Cedric, the worry here is that if the GO for Kongsamba 2, for example, acts in an abnormal manner, and the SGO for Mungo does not come in, the governor for Littoral does not come in to put him to order, and then Minat does not come in to put him in order, it means there's an accomplice in that act. I repeat, it means they are acting in complicity to make sure that they derail some of us from the opposition who are a potential threat to the ruling party. If you look at the revelation here, Cedric, Professor Nyamdi made it clearly. When I said that we have the fundamental right to bring in place a new democratic principle that will take into consideration everybody as key actor. Unfortunately, the ruling party has its own archaic system. Only the old must govern. That's why you see, for the youths, you see them crying, and the women. This issue had been for long, but nobody was courageous enough until when CRM comes up and we are pinpointing. Cedric, the good thing in it is that even those who said the CPD was an angel party are beginning to understand. And so what we think here is that we have said it, Cedric. Most of the deals, not only Kongsamba 2, we had the issue of QC, we had a Belova 1, we had a Fulang in Yaoundé, there are a host of others. Calculated attempt to delay. Let me tell you, how shocking is it that the GO in Kongsamba 2 will tell you, go and bring the quarter head, and maybe your father to come and testify that you live in that area. These conditions have not been given to the ruling party. They have never been given. So I tell you that if a GO says he does not know the quarter head, you who is coming in to present your documents, are you the one? It is a failure on the part, because once you take over service, the first thing is that you go around to acquaint yourself in your area of jurisdiction. What you call please the contact. The freshman knows what please the contact, you go out. You're supposed to go out, you meet their chiefs, you meet your quarter heads, they introduce themselves to you. It becomes abnormal that a GO sits in his office and tells you that he does not know the quarter you're talking about. You should go and bring a document or a quarter to come and testify. So you see, many things are getting wrong. And because Minat is quiet, Minat is an accomplice to this legal act. But I said, Cedric, why I leave you here for others to talk, whether the GOs like it or not, CRM will sail through. It is a moving train that cannot be stopped, and this is the end for the ruling party, the CPDM. Thank you. Après vous, Faelvis, il y a Maître Lavoisier de Sapi sur cette ambiance préélectorale marquée par le jeu trouble de l'administration, selon la presse et selon certains militants du MRC. Quel est le regard que vous portez sur cette ambiance préélectorale, Maître Lavoisier de Sapi? Ben, le professeur Messanga l'a résumé dans son introduction en indiquant que le RDPC est truffé de bandits. Et je crois que son expression, c'est quelque chose que nous vivons tout le temps. Quand vous regardez l'opération Épervier, vous voyez le nombre de militants de RDPC qui sont impliqués dans cette opération. Vous comprenez que c'est un parti de bandits. Et je lui en sais gré, je crois que les Camerounais nous écoutent pour que le 20 février, qu'on comprenne que ce parti-là, c'est un parti vraiment qui ne mérite pas de gouverner notre pays. Mais s'agissant de l'ambiance qui entoure la confection des listes des candidats et toutes les manœuvres qui sont perpétrées par les autorités administratives, les chefs traditionnels et tout ça, vous savez, le RDPC, c'est un parti administratif, c'est un parti qui n'a pas de militants. Même si le peu de militants qu'il a, le professeur Messanga les qualifie de grands bandits, c'est un parti administratif. Et c'est un parti qui s'organise pour frauder à toutes les étapes. Ce qui se passe actuellement, c'est la fraude avant les élections. Parce que après qu'on ait déposé les listes, on va vous dire que le RDPC a déjà gagné 150 à 200 communes parce qu'ils se sont présentés seuls là-bas. Voilà à quoi on veut aboutir. C'est la fraude avant les élections. Et cette fraude, elle tire son origine dans la constitution de notre pays.
la fraude qui est décrite actuellement. Elle tire son origine dans la Constitution en quoi? En ce que la Constitution de notre pays fait du président de la République et président des partis politiques. On ne voit plus ça dans les États modernes. Quand le chef de l'État est élu, il cesse d'être partisan. Il est président de tous les Camerounais. Il ne peut plus être président d'un groupuscule de Camerounais qui militent dans un parti politique. Prenez le Mali, des pays pauvres, plus pauvres que le Cameroun. Le président du Mali n'est pas président du parti politique. Prenez le Sénégal. Il y a plein de pays africains où le chef de l'État se détache du parti politique. Et dans le SDF, les statuts du SDF le prévoient également. Le jour où le président du SDF sera élu président de la République, il cesse d'être président du SDF. On va élire une autre personne. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le chef de l'État, étant chef d'un parti, il nomme les gouverneurs, il nomme les préfets, il nomme les sous-préfets. Ces gens qu'il nomme lui doivent obéissance, lui doivent loyauté. Et c'est pour ça que vous trouvez les sous-préfets, les préfets devenir les zélés militants du RDPC en période électorale. Les sous-préfets rivalisent des ailes pour frustrer les militants de l'opposition. Ils ne sont plus autorité administrative qui est censée servir tous les citoyens indistinctement. Ils deviennent partisans parce que la personne qui les a nommés est elle-même partisane au départ. Et vous avez vu que à la dernière élection présidentielle, pour couronner toute cette fraude électorale qui est organisée depuis le sommet de l'État, le président de la République a partagé de l'argent. Les gouverneurs ont reçu 5 millions de francs. Les chefs de cabinet, les chefs de service dans les régions, dans les services du gouverneur, ils ont reçu près de 2 millions de francs. Les préfets ont reçu 3 millions de francs. Les adjoints préfectoraux ont reçu de l'argent. Les sous-préfets ont reçu 1 500 000. Les adjoints préfectoraux, les adjoints des sous-préfets ont reçu 600 000, etc. Indiquez-moi, professeur Messanga, le gouverneur d'une région, il est impliqué en quoi aux élections qui sont organisées par Eleka, de bout en bout? Le préfet intervient à quelle étape pour que le chef de l'État sorte l'argent du trésor public pour donner au préfet et au sous-préfet? Alors que la loi électorale dit que les travaux des commissions communales de supervision, les travaux des commissions des inscriptions sur les listes électorales, les travaux de ces commissions sont gratuites. On ne paye pas les gens qui travaillent pour cela, même les commissions qui proclament les résultats. La loi dit que c'est gratuit. Pourquoi le chef de l'État donne l'argent au gouverneur, au préfet, au sous-préfet? Et vous comprenez donc, Cédric, qu'il s'agit là de la corruption électorale organisée depuis le sommet de l'État par le chef de l'État qui utilise ses ministres, qui utilise les directeurs des sociétés pour frustrer les citoyens. Et je dois vous rappeler, professeur, ce n'est pas que vous rappelez, je ne vous fais pas de leçon, vous êtes plus outillés que nous tous sur ce plateau pour reconnaître que le droit de vote, c'est un droit de l'homme. Le droit de vote est inscrit dans notre Constitution. C'est un droit qui appartient à un être humain à partir du moment où on lui reconnaît la qualité d'être humain. Prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Prenez l'article 81. Tout citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays à travers des élections libres et transparentes. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît le droit de vote. La Constitution du Cameroun, dans son préambule, reconnaît ce droit de vote du citoyen. Et à partir de ce moment, l'État, dans la Constitution, l'État prend l'engagement de garantir ce droit au vote. À partir du moment où les sous-préfets posent des handicaps comme ceux-là, pour frustrer, pour empêcher que les gens ne soient candidats à une élection, vous comprenez qu'il s'agit d'une violation flagrante et d'une violation extrêmement grave de ce droit-là, par ceux-mêmes qui sont censés en garantir l'usage. Et je vais continuer, c'est-à-dire en vous disant que le SDF est très embarrassé par ces élections. Qu'est-ce qui vous embarrasse? Embarrassé parce que, comme je l'ai dit, le droit de vote, c'est un droit du citoyen. L'État doit mettre tous les citoyens, parce que la Constitution dit que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Il n'y a pas un citoyen qui dépasse un autre. L'État doit pouvoir garantir à chaque citoyen la possibilité d'aller voter. Maintenant, vous pouvez ne pas aller voter, mais l'État aura tout mis pour que vous ayez la possibilité d'aller voter. Le président Paul Biya a pris sur lui et son gouvernement d'empêcher les 2 régions anglophones du Cameroun de participer au vote. Il ne peut pas convoquer des élections
À un moment où la guerre civile fait rage dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, à un moment où 350 villages ont été brûlés et n'ont pas été reconstruits, à un moment où nous avons plus de 700 000 Camerounais déplacés internes qui ne sont pas dans leur région, qui ne sont pas dans leur village, à un moment où nous avons des Camerounais qui sont au Nigeria, des électeurs, à un moment où même les maigres habitants qui sont dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, leurs cartes électorales ont été confisquées par les combattants ambazoniens et brûlées, détruites. L'État n'a rien fait pour que les déplacés internes reviennent. L'État n'a rien fait pour que les exilés, les Camerounais qui sont exilés au Nigeria reviennent. L'État n'a rien fait pour reconstruire les villages. À partir de ce moment, comment croyez-vous que nous allons battre campagne dans des villages qui ont été brûlés, qui n'ont pas été reconstruits? Les gens sont en brousse dans les forêts. Et pour le peu qui sortent, dès qu'ils sortent, ils sont abattus par l'armée parce qu'on les assimile aux ambazoniens. C'est une situation extrêmement préoccupante. Alors, on ne pouvait pas convoquer le corps électoral dans ces conditions-là en empêchant aux anglophones de participer à la gestion des affaires de leur pays en choisissant librement leurs élus. Cela n'est pas possible. Et c'est pour ça que le député Aoudou, l'a clairement dit, il ne marchera pas sur le sang de ses frères. On parlera de cette démission du député. Donc nous pensons que vous avez signalé le climat décrit. Le climat décrit ici. Oui. Je chute pour dire que le climat décrit est un climat, le professeur Messanga l'a dit, potentiellement explosif. On prépare le chemin d'une seconde crise post-électorale parce que tout ce qui se passe là, c'est la fraude et la corruption pré-électorale. Et nous en tirerons les conséquences le moment venu. Le gouvernement a toujours démenti l'implication de l'armée dans les exactions et les violations des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone. Mais professeur Messanga Nyamding, sur le jeu trouble de l'administration pour les militants des formations politiques qui souhaitent être candidats aux élections législatives municipales et qui essayent de constituer les pièces exigibles pour cette compétition électorale. Vous avez suivi sur ce plateau les récriminations des représentants du MRC, du SDF, sur les difficultés qu'ils rencontrent dans les sous-préfectures et autres administrations, estimant que l'administration est en complicité avec le RDPC. Que répondez-vous? Je dis que c'est faux. L'administration n'est pas en complicité avec le RDPC, mais je reconnais que certains en font trop. Je vous prends un exemple. Vous savez, un garçon comme Cabral Libi est un vieil ami. Je suis pour Cabral Libi, Charles Atebayine et moi. Quelque part, beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons des liens très forts et nous avons été les premiers avec Charles à accompagner Cabral Libi dans son processus de renforcement de sa personnalité, de son engagement politique. Un garçon extraordinaire. Lorsqu'on m'a appelé et on m'a fait état de ce que, à Dizangué, Cabral allait tout simplement faire des dons et donner la possibilité aux militants de se retrouver. À l'effet de faire un meeting, j'ai été choqué. Choqué parce que je l'ai vérifié de savoir que le sous-préfet de Dizangué a interdit le meeting de Cabral. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous croyez que ce sous-préfet rend service au chef de l'État? Non. Vous croyez que ce sous-préfet de Dizangué, zélé, rend service à la démocratie ou à l'image du Cameroun? Non. Il faut vous dire quelque chose. Vraiment, le RDPC, dans sa vision, dans sa constitution et dans sa programmation, est l'un des plus grands partis du point de vue idéologique au Cameroun. Mais autour gravitent des scories, des personnes qui n'ont rien à voir avec ce parti et qui prennent des initiatives, comme le cas de Dizangué que je vous cite. Je condamne cela. Et je vais en parler à mon ami Atangadji. Et je vais lui parler froidement. Parce que moi, je peux le dire, et je vais savoir pourquoi le sous-préfet de Dizangué continue à nous mettre en difficulté. Et de suite quoi, monsieur Noufédé? Monsieur Libi est un garçon pondéré. Monsieur Libi symbolise la jeunesse. Monsieur Libi, en plus, est un républicain, voyez-vous. Il fait partie des leaders politiques qui sont allés au grand dialogue national.
s'il n'y avait pas les Cabral Libi, les Monseigneur Toumi et quelques personnes, Jean-Jacques Kindi, de l'opposition, quelle crédibilité ce grand dialogue allait avoir à l'échelle nationale et internationale? Voilà un pondéré que des administrateurs veulent amener dans l'extrémisme et demain on va dire que c'est le RDPC. Moi je suis membre du comité central. Regardez, je condamne. Aucun militant du RDPC ne peut accepter cela. Mais je voudrais vous amener à comprendre que dans l'administration, on a eu des administrateurs qui, gouverneurs, qui préfets, qui sous-préfets, ont posé des actes pour entraîner le soulèvement contre nous. Je vous prends le cas d'un gouverneur en 92, Achou Montfort, qui était le frère du premier ministre Achidi Achou. Ce monsieur, allez vous renseigner à l'Est, il torturait les populations. Jusqu'au jour où, à l'élection présidentielle du 11 octobre 92, Achou Montfort a démissionné et il a dit qu'il se retrouve au parti de M. Tchapiro, SDF. Vous voyez un exemple? Je vous donne un exemple. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous avez ces images de manifestations de certains militants des formations politiques dans les sous-préfectures, à Yaoundé, en Konsamba, à Maroua et dans d'autres localités, qui demandent aux autorités de leur signer simplement les documents afin qu'ils puissent déposer leur dossier à temps. Comment vous réagissez? Les autorités doivent les signer. C'est la vision du président Paul Biya, mon maître politique. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Vous savez, si le président Paul Biya est resté à la tête du parti, c'est parce qu'il a compris que il fallait accompagner la programmation idéologique, il fallait encadrer l'innovation. Et quand j'entends Maître Api, il faut quand même que je vous réponde, cher brillant, vous êtes quelqu'un pour qui j'ai de l'amitié. En Afrique du Sud, qui est président de l'ANC, c'est pas le président de la République, ne dites pas n'importe quoi. Vous savez que chaque parti a sa structure et son organisation. Puis encore, quand vous venez ici dire que j'ai traité le RDPC, mon parti de bandits, c'est une déformation. J'ai dit que les bandits sont dedans, je vous le démontre. En 92. Je vous démontre. La différence est que les bandits veulent tuer même les militants du RDPC. Permettez-moi de vous démontrer ça. En 2 secondes, regardez mon temps de parole, je vous en prie. Merci. Ce n'est pas le parti. Les vrais militants du RDPC sont humbles, sont ouverts. En 92, le chef de l'État a eu pratiquement 39%, alors que le président Fundi, son challenger, avait 36%. Je vous demande c'est l'inverse. Permettez-moi. Chiffre officiel. Oui, je ne vous ai pas coupé. Soyez bien élevé. Oui. Parce que si vous continuez, je vous dis, taisez-vous maintenant. Monsieur, ne versez pas le résultat des Mais si vous êtes mal élevé, je vais vous donner une leçon. Non, me donner la leçon. Pas de gros. Taisez-vous, monsieur, je vous en prie, j'avais fait une fois, j'ai laissé, mais je ne vous laisserai pas recommencer. Monsieur, respectez-vous. Charlemagne Msanga Nyamding, Vous manquez de courtoisie. je vous en prie. Pas moi, c'est lui. Je vous en prie, monsieur. Et il a même parlé plus que Vous moi. êtes tous les deux courtois, vous êtes sur Equinox, c'est droit de réponse. Alors vous la fermez maintenant. Ah, vous avez le droit de couper les autres. On n'a pas le droit de couper. Je vous en prie. Vous avez coupé. Maître Chapi, je vous en prie. Maître Chapi, restons sur le débat de fond, messieurs. Professeur Msanga Nyamding à la parole. Professeur Msanga Nyamding à la parole. Chapi, vous n'êtes rien pour me Je vous en prie. Je vais vous écraser ici sur le débat. Messieurs, allons au-delà de ces mots. Restons sur le débat. Je Allez-y. vous démontre que en 92, le président vient avec un score de 39%, John Fundi 36%. Et je voudrais vous rappeler que lorsque vous avez eu la première élection législative pluraliste du 1er mars 1992, c'est l'opposition qui l'a gagné. Vous pouvez le constater parce que le RDPC avait une majorité de 88% de députés. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, lorsque j'ai vu le score du chef de l'État, 5 ans après, de 36% pour M. John Fundi et 39% pour Paul Biya, et 5 ans après, en 97, j'ai vu le score de mon champion, Paul Biya, 80%. Je vous assure, j'ai dit aux camarades, ça y est, le RDPC est fini. Pourquoi? Parce que tous les voyous, permettez-moi, ce n'est pas une injure, et les bandits qui étaient de l'autre côté, qui ne croyaient pas au RDPC, on dit bon, on va les pénétrer, on va dedans.
En sciences politiques, là je parle d'analyse technique de sociologie politique, il y a ce qu'on appelle les indicateurs d'élection sous le contrôle de mon jeune collègue politologue, M. Edmond Kamia. Beaucoup ne le savent peut-être pas, il est doctorant aussi à l'IRIC. Je voudrais ici vous dire que lorsque vous avez un chiffre qui monte à près de 80%, cela veut dire tout simplement que beaucoup de mécontents sont venus. Et c'est à partir de 1997 qu'ils ont neutralisé de l'intérieur le RDPC. On commençait à poser des actes illicites à l'effet de détruire notre action pour terminer en relation avec ce qui est en train de se passer. Le RDPC aujourd'hui, malheureusement, quand vous prenez, je dis bien malheureusement, les secrétaires généraux, en 34 ans, le RDPC a un secrétaire politique et a consommé 4 secrétaires généraux. Njom Mwele, le ministre Ndumba, le ministre Sadi, et le 4e, c'est le ministre, le vice-premier ministre Jean Koueté. Regardez bien ce ratio. Je constate que il y a une mutation et rénovation à la tête chaque fois des patrons du secrétariat général. Ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas eu rénovation dans l'équipe des collaborateurs. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire peur. Les membres du secrétariat général, les Monkam, les Mokokombonjo, les Ndebiyebi et tous les autres, ils sont depuis 1992. C'est-à-dire que des gens qui vendaient les places. Le RDPC, est-ce que le RDPC a vendu, le secrétariat général, a vendu à un moment donné les places? On donnait l'argent pour être député. Oui. Ces membres du secrétariat qui sont encore là l'ont fait. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des accusations sans preuve matérielle de la responsabilité dans des actes de corruption? Je vous en prie. On va avancer d'abord. Laissez chuter si vous avez réagi. Là, vous m'avez demandé une preuve. Cédric est un bon journaliste. Monsieur Cédric nous fait. Oui. J'ai sorti un ouvrage intitulé, cet ouvrage il y a 3 ans, je vais vous l'offrir, Paul Biya, l'État et le RDPC. Scène des enjeux de l'épreuve du pouvoir. Dans une conversation du vivant de M. Ndumba, entre le Charles Ndumba et moi, le ministre Charles Ndumba me fait la confidence qu'il a demandé au chef de l'État la démission d'un de ses conseillers. Ndumba m'a autorisé à l'écrire. Et le chef de l'État lui a opposé un refus. Au motif que le conseiller avait été choisi par lui. À moi de demander à Charles Ndumba, pourquoi vouliez-vous son départ? Au ministre Ndumba de me répondre, c'est la preuve, mon livre est là. C'est dans mon livre, vous l'avez lu. J'ai l'exemplaire. Et dans le livre, je cite Charles Ndumba, j'ai les preuves que ce conseiller vendait les places. C'est bien compris. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ici pour dénigrer les gens. Je pense que l'erreur historique, c'est que on a laissé ces mêmes personnes autour d'un homme intègre comme Jean Koueté. Eh bien, ces gars, depuis 27 ans, continue à faire du mauvais boulot. Sur ce, je trouve l'administration et du RDPC, selon certains militants de l'opposition, qui estiment qu'il y a une collusion d'intérêts qui vise à invalider ou empêcher les candidats de l'opposition de franchir l'étape déjà des présélections au sein de l'ECAM qui doit valider les listes de candidatures. Comment vous le vivez à Yaoundé? Quelle est la réalité sur le terrain là-bas? Oui, je voudrais prendre le cas singulier de Yaoundé 4e, parce que je me souviens que le 12 novembre dernier, 3 cadres des partis politiques, notamment du MRC, Ando Manga, du CRAC, le parti de Bernard Djonga, Croire au Cameroun, représenté par Ernesto Iné, et du SD Evaluus, parce que vous m'avez commis une déclaration publique pour justement dénoncer une espèce de coalition entre les différentes autorités administratives qui visent davantage à plomber les mesures de facilitation et de constitution des dossiers et des candidatures. En fait, ces 3 leaders politiques dénonçaient premièrement qu'il y a un ensemble de manœuvres qui visent davantage à mettre en vitrine la corruption pour justement avoir accès à l'attestation du domicile, pour avoir accès au certificat de nom de redevance, pour avoir accès au certificat de nationalité, aux extraits de naissance, entre autres. Et il était question là de dénoncer
ces manœuvres-là, non seulement des antennes de l'ECAM, de Yaoundé 4, de dénoncer également la mairie de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4, de même que la sous-préfecture, tout autant que le service des impôts, pour justement faire état d'un ensemble de pratiques qui visent davantage à amener les acteurs politiques justement à dépenser de l'argent, alors qu'en réalité, ils étaient exonérés de ces frais-là selon l'article 295 du Code électoral. Malgré cette dénonciation qui a été faite le 12 novembre dernier, on s'est davantage rendu compte que tout au long de la semaine écoulée, il y a eu toujours cette tractation. Parce que lorsque vous faites par exemple des reportages sur le terrain pour justement aller constater ce qui se passe en réalité dans l'ensemble des arrondissements, vous verrez que il y a un ensemble de turbulences, il y a un ensemble de magouilles qui sont observées notamment dans les différentes administrations. Je prends par exemple le cas, lorsque vous allez par exemple dans les sous-préfectures, vous verrez que il y a certaines autorités qui vont vous exiger, par exemple, de faire signer vos documents auprès des chefs de bloc, pendant que d'autres vont vous exiger de les faire signer auprès du chef du troisième degré. Et alors là, il y a une confusion qui règne. C'est comme si, au fur et à mesure que les jours passent, l'administration entretient un ensemble de manœuvres et de mécanismes d'action pour justement plomber le travail des candidats qui veulent déposer leur dossier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut questionner fondamentalement le principe de la neutralité de l'administration camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a cette cohésion entre l'administration et le parti au pouvoir. Au point où aujourd'hui, on se rend davantage compte qu'il y a davantage de manœuvres pour retarder les mécanismes de facilitation de constitution des dossiers de candidature de ces candidats. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'on appelle davantage à plus d'impartialité, de neutralité et de célérité dans le traitement de ces dossiers. Même si aujourd'hui, il faut relever que nous sommes déjà à quelques heures du délai du dépôt. Mais il faut davantage constater qu'aujourd'hui, il y a toujours des problèmes de fond. Parce que malgré, par exemple, c'est un autre cas que je prends au niveau du service des impôts. Le directeur général des impôts a commis un communiqué pour vous faire savoir que aucun certificat de non de redevance ne doit être délivré sauf contre des frais. Mais vous allez vous rendre compte que sur le terrain, c'est le contraire qui est observé. Il y a certains qui dépensaient qui 15 000, qui 16 000, qui 30 000 pour justement avoir accès à ce document-là. Et là, ça pose un problème. Ça montre qu'en réalité, il y a aujourd'hui un ensemble de pesanteurs qui règne et demeure dans le processus de la facilitation et de la constitution des dossiers de candidature. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut interpeller beaucoup plus ces autorités-là. Parce que les leaders politiques exigent, par exemple, qu'il y ait également une espèce de corridor spécial pour aménager, pour justement traiter ces dossiers. Mais lorsqu'aujourd'hui, on se rend davantage compte que, dès le départ, les sous-préfets sont davantage absents de leur service, où l'on se rend compte également qu'il y a un ensemble de manœuvres de retard, parce que je vous prends également le cas d'autres formations politiques qui sont retrouvées dans certaines sous-préfectures pour justement exiger que leurs documents soient signés. Donc on a l'impression que cette manœuvre de cohésion qui existe entre le parti du LDPC, qui est une espèce de parti administratif, une espèce de parti État, vise davantage à plomber un ensemble de procédures liées davantage à la constitution et à la facilitation des dossiers. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut davantage appeler à ce qui est véritablement le respect du principe de la neutralité de l'administration camerounaise. Dans cette atmosphère préélectorale, Edmond Kanga, il y a un autre défi majeur qui se pose, celui d'une réforme du code électoral, toujours demandé par des partis politiques pour une meilleure transparence durant ces élections prévues en février 2020. Quel est l'enjeu ici ? L'enjeu est de taille. Normalement, on aurait dû, avant d'aller aux élections municipales, procéder à une relecture du code électoral et même de l'ensemble du système électoral camerounais. Mais le minimum, c'est une relecture de la loi électorale, parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui suscitent la polémique, qui sont controversées. Et la moindre des choses, avec les événements qu'on a vus sur le terrain, notamment avec la dernière note du directeur des impôts, un communiqué qui reprécise les choses par rapport, qui entre en déphasage même avec la loi, parce que la loi électorale parle de certificat de non-imposition. Alors voilà un communiqué publié par le directeur des impôts qui dit non, il n'est plus question depuis quelque temps de parler de certificat de non-imposition ou de certificat d'imposition. Il est désormais question pour la loi électorale de parler de redevance, d'attestation de non-redevance. Mais vous savez très bien en droit, et je parle sous le contrôle du professeur Messaga Niamdi, qu'un communiqué n'est pas au-dessus de la loi, qu'un communiqué n'abroge pas la loi. Donc le minimum aurait été que cette loi électorale
par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour qu'au niveau de la disposition concernée par le certificat de non-imposition, on puisse la modifier et parler désormais d'attestation de non-redevance pour ce qui concerne au moins cette disposition-là. Mais en réalité, il y a plusieurs dispositions du Code électoral qui méritent d'être réformées. Par exemple, il y a beaucoup de débats autour de la disposition qui concerne l'article sur le fait que le PV, le procès verbal de l'ECAM, du représentant de l'ECAM fait foi. On a vu tous les problèmes, toutes les querelles depuis plusieurs années, depuis plusieurs élections organisées au Cameroun, à cause de cette disposition-là. Tout se passe comme si le procès verbal sorti des bureaux de vote le jour des élections, qui est pratiquement le même dans le bureau de vote après le dépouillement, c'est-à-dire le représentant de l'ECAM a le même PV que celui des représentants des partis politiques. Mais dès lors que la procédure, on passe des centres de vote à l'antenne communale de l'ECAM, à la commission départementale des votes, on constate sur le terrain que les PV de l'ECAM, qui font toujours foi, ne correspondent pas au PV de l'ECAM qui est sorti des bureaux de vote. Et cela pose un gros problème. De deux choses l'une. Soit on n'a plus besoin d'avoir des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote à qui on remettrait un PV autant que le représentant de l'ECAM, soit c'est uniquement le représentant de l'ECAM qui a un PV et il n'y a plus d'autres représentants et c'est seulement ce PV qui fait foi. Mais le cas contraire, mais la deuxième option est très mauvaise puisque elle nous a habitués à ce que il y a beaucoup de contentieux, il y a beaucoup de controverses liées au fait que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Dans un contexte démocratique, il faudrait, par exemple, modifier cette loi et dire, pour donner un sens à la disposition concernée, que les PV des représentants des partis politiques, autant que celui de l'ECAM, font foi. C'est ce qu'il faut dire pour rester dans le fair play démocratique. Ça, c'est par rapport à ces dispositions-là. Mais il y a aussi beaucoup d'autres dispositions qui sont critiquées, qui sont concernées, qui sont relatives, par exemple, au contentieux. Parce qu'il y a un contentieux qui se met en marche et les délais sont très souvent courts pour avoir des informations qui permettent d'attaquer à temps. Il y a beaucoup de dispositions qui sont controversées, qui méritent d'être revues. Et je pense que sur cette question, il y a un gros travail qui a été fait par la société civile. Les ONG de la société civile, depuis plusieurs années, ont mis sur pied, sur la base des entretiens, des rencontres, des séminaires avec les représentants des partis politiques, ils ont mis sur pied un code électoral alternatif. Ils ont même soumis des propositions, des avant-projets de ce code électoral auprès du chef du gouvernement, à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ne soit pas en mesure de débattre de ce projet, de cet avant-projet de code électoral qui est, je vous le dis, très importante parce qu'elle tient compte de tous les désidérateurs, que ce soit des partis de l'opposition comme des représentants des partis au pouvoir, sur les dysfonctionnements qu'on a rencontrés jusque très récemment à l'élection présidentielle de 2018. Il y a des propositions qui sont faites pour l'améliorer. Et ça, c'est un combat également du SDF, Maître Lavoisier-Tchapi, sur les réformes de ce code électoral, alors que nous allons vers une nouvelle élection couplée, législative et municipale. Pour vous, quelles sont les dispositions qui pourraient être revues afin de garantir une plus grande transparence, une crédibilité des élections à venir et réduire à sa plus simple expression les contestations post-électorales? Ben, moi, je pense que le code électoral camerounais est à refondre totalement. Il faut le refondre. Déjà parce que tel qu'il est écrit, le président de la République ne s'occupe pas de le mettre véritablement en application. Parce que regardez les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, cette instance qui valide les listes électorales et qui les envoie aux élections. Le code électoral prévoit que les membres du Conseil électoral sont des personnalités indépendantes qui sont choisies après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et des personnalités de la société civile. Mais le code électoral ne dit pas qu'est-ce qui contraint le président de la République à respecter les consultations qu'il fait.
Parce que quand on met sur pied le premier conseil, les premiers membres du conseil électoral, le SDF avait été consulté. Le SDF a fait des propositions sur des personnalités qu'on pouvait espérer être indépendantes. Mais lorsque les 11 membres ont été nommés, nous nous sommes rendus compte que 9 des 11 membres étaient soit membres du bureau politique, soit membres du comité central du RDPC. C'est après leur nomination qu'on a vu des semblants de démission. Prenez une femme comme Mme Dorothy Djema, qui a milité pendant plus de 30 ans au RDPC, qui était à sa nomination membre du bureau politique du RDPC. Est-ce que vous croyez qu'une simple lettre de démission transforme cette femme et fait d'elle une personnalité indépendante? Prenez Abdoulaye Babale qui est parti, etc. Ils sont nombreux, ces militants du RDPC. Et au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le conseil électoral d'Elections Cameroun, vous retrouvez encore en majorité les membres du comité central et certains anciens membres du bureau politique du RDPC dans cette instance-là. Donc, il ne s'agit pas d'une instance neutre qui puisse organiser des élections libres et transparentes. Prenez le directeur général d'Elections Cameroun et son adjoint. La différence, c'est que les membres du conseil électoral d'Elections Cameroun prêtent serment à leur prise de fonction, mais le directeur général d'élections qui assure l'organisation matérielle des élections sur le terrain, il ne prête pas serment. Y compris son adjoint, il ne prête pas serment, donc ils ne prennent aucun engagement de faire le travail de manière correcte et appréciable. Et je puis vous l'affirmer, parce que nous avons des documents justificatifs en cela, que le choix des démembrements d'Elections Cameroun, c'est-à-dire les régionaux d'Elections Cameroun, les coordinateurs départementaux et autres, le choix de ces départementaux-là, et même des antennes communales, on vous dit privilégier le militantisme au RDPC pour choisir ces gens-là. Et vous allez retrouver des présidents de sous-section, des présidents des comités de base RDPC qui sont en même temps responsables de base d'Elections Cameroun. Donc vous comprenez que la structure en charge des élections électorales, parce que du moment où le procès verbal part du bureau de vote pour l'antenne de l'ECAM et ensuite de l'antenne et l'ECAM jusqu'à la commission communale, tout change. Et nous l'avons vu à l'occasion des dernières élections présidentielles. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les autorités administratives, l'administration a ses représentants dans les commissions électorales. C'est-à-dire le préfet désigne des responsables de l'administration qu'il envoie dans les bureaux de vote. Et ces gens ramènent les procès-verbaux à monsieur le préfet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au soir des élections, le préfet a les résultats qu'il communique au ministre de l'administration territoriale. Dans telle région, voilà ce qui se passe. Et il reçoit en retour des instructions pour falsifier, pour modifier tout, de manière à ce que, lorsque on arrive à la commission, qu'on se retrouve avec des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qui est sorti dans les bureaux de vote. Et c'est comme ça que le RDPC utilise l'administration pour fabriquer des résultats. Et quand vous avez les responsables de l'ECAM, qui sont en même temps militants du RDPC, vous comprenez bien toute la stratégie. Ça veut dire qu'il y a une synergie de fraude mise en place qui implique les autorités administratives et les responsables de l'ECAM, de manière que quand vous allez au contentieux, si vous avez gagné une élection municipale et vous saisissez par exemple le tribunal administratif pour dire que vous avez gagné une élection, ce qui va se passer là-bas, c'est que quand l'ECAM va amener les procès-verbaux falsifiés parfois grossièrement pour dire que vous n'avez pas gagné, on va vous brandir la loi pour dire que seul le procès-verbal de l'ECAM fait foi. Il y a des tas de choses comme ça, des incongruités, qui font que avec l'actuel système électoral, il est pratiquement impossible d'organiser une élection libre et transparente au Cameroun. Après vous, professeur Messanga Nyamding, des militants du RDPC comme des responsables locaux de l'ECAM, un système électoral biaisé selon les analystes qui viennent de s'exprimer sur ce plateau. Pour vous, êtes-vous favorable à une réforme consensuelle de ce code électoral afin de garantir des élections libres et transparentes et qui puissent refléter l'expression du suffrage universel, celui des Camerounais qui ont voté? Moi, je voudrais quand même, merci monsieur Félix de me repasser la parole, dire que quel est le Camerounais qui ne souhaite pas une réforme du code électoral? Mais la différence se trouve dans le contenu. Nous, par exemple, au RDPC, après le grand dialogue,
nous avons pensé qu'il y avait l'urgence de réformer le code électoral à l'effet de protéger les minorités. Ça, c'est un combat aussi que nous menons. Tout simplement parce que nous avons, si vous voyez par exemple certains partis politiques, j'ai vu un parti politique de l'opposition, d'ailleurs parler de, je crois, démocratie communautariste. Donc il faut faire très attention. Si nous sommes d'accord sur la réforme du code électoral, à l'effet de renforcer notre démocratie, mais dans les contenus, il y a des différences. J'ai même vu, par exemple, les Sawa ont estimé qu'il fallait qu'on mette en place un système de grands électeurs dans les villes, dans les 10 régions du Cameroun, à l'effet de faire des autochtones, des grands électeurs, comme aux États-Unis, et des allochtones restent dans le vote populaire et donner aux grands électeurs, que sont les autochtones dans toutes les régions. Permettez-moi. Ah oui, vous allez me couper. Non, c'est pour vous dire que nous sommes tous pour. Là. Aux États-Unis, il y a un système de grands électeurs. Mais il ne s'appuie pas sur pas les origines. Oui, mais c'est ça que vous ne savez pas. Mais c'est la démocratie communautaire. C'est la démocratie communautaire. Il y a 10 régions au Cameroun. Vous voyez, vous m'avez demandé, est-ce que la réforme est nécessaire? Je vous dis oui. Mais dans le contenu, il y a des divergences. Et je vous dis qu'aux États-Unis, le système des grands électeurs, c'est quoi? C'est une représentation accordée à un groupe de personnes élues. Mais qui ne s'appuie pas sur leurs... Non, mais ils n'ont pas des ennemis. C'est très intéressant. Et vous allez voir que ce problème aura débat. On dit grands électeurs. Il y a un droit des peuples autochtones. Un droit international des peuples autochtones. Mais au Cameroun, les peuples autochtones sont reconnus officiellement. Non, le gouvernement s'en est contenté. Écoutez, par rapport à deux ou trois communautés qui ont été reconnues officiellement. Est-ce que, quel que soit votre statut au Cameroun, dans une région, vous pouvez être chef de canton? Oui. Non. Ne peuvent être chef de canton que les autochtones de la zone où il y a le cantonat. On a des Par exemple, chez moi, à Yabassi, Yaoundé. c'est ce qu'il faut arrêter. On ne déménage pas les chefferies. Permettez-moi, ne me coupez surtout pas. Je suis un technicien du droit et de la science politique, avant d'être militant. Je voudrais tout simplement vous démontrer que, à partir des cantonats comme aux États-Unis, on appelle ça en droit de représentation symbolique. On peut constituer au Cameroun un système de grands électeurs et permettre aux notables qui sont des cantonats dans les 10 régions du Cameroun d'être grands électeurs et leur donner un pourcentage de 60%. Ça va équilibrer aussi. Et sur la question de la transparence du processus, la transparence du processus, dites ce que vous voulez. Je vous en prie, monsieur. Vous le dites pour ça parce que chez moi ici, oui, c'est vous qui le dites. Mais c'est bien, vous avez raison de le dire parce que moi je suis minoritaire dans le littoral. Je ne peux pas choisir librement parce qu'il n'y a pas un système de grands électeurs. Hein, dans ma région, celui que je veux, vous pouvez le faire parce que vous estimez que c'est la démocratie du Nord qui est la démocratie. Or, dans les grandes démocraties, prenez le cas du Rwanda aujourd'hui, le système que je vous explique ici, Kagame l'applique déjà. Et on a vu qu'il y a un équilibre au point où les Tutsis qui ne représentent que 13% peuvent également s'exprimer à partir des cantonats librement et stabiliser démocratiquement le Rwanda. Que recherche le droit? Je m'adresse à mon collègue maître et aux téléspectateurs. Quand vous visitez la théorie du droit, il y a ce qu'on appelle le cadre ancillaire du droit. En théorie du droit, François Host. Ancilla veut dire servir. Vous comprenez, maître? À partir du moment où le droit ne peut plus servir à l'effet de garantir la régulation sociale, ce n'est pas du droit. Ce sont des normes. Et la normativité ne règle pas toujours le problème. Et pour construire les démocraties occidentales, on a intégré un minimum de philosophie du droit, de théorie du droit, et on a manifestement mis cela en effet à partir de ce qu'on appelle les règles de droit positif. Si le droit positif camerounais ne tient pas compte de nos réalités, on va aller en guerre. La question, professeur Messanga-Nyambi, oui, c'est sur la transparence dans le processus électoral et la crédibilité de l'organe en charge d'organiser ces élections.
au Cameroun. Vous avez suivi Maître Sapi poser le problème de la crédibilité de l'ECAM et poser le problème du procès verbal qui sort des bureaux de vote pour aller vers la commission de recensement de ces votes-là et qui, selon lui, est souvent tripatouillé au profit du RDPC. C'est sur ces points précis que j'aimerais que vous puissiez vous exprimer. Merci, monsieur Noufele. Vous voyez qu'il fait de la distraction. Pourquoi? C'est une observation partielle, mais qui ne rend pas totalement compte de la réalité de l'effectivité de ce qu'on a appelé la légitimité du vote. Je vous prends un exemple. Le vote, quand vous lisez notre code électoral, il y a un article qui consacre, au regard de ce qu'il a dit, dans le bureau de vote, c'est-à-dire la commission communale de vote, monsieur Noufele, c'est là où tout se joue. Lorsque les partis ont des représentants, lorsque les partis ont des circulaires, la linéa qui a évoqué concernant la prééminence de la déclaration de la position de l'ECAM, c'est en droit, il le sait mieux que moi, il y a l'esprit de la loi, c'est en cas de crise et de divergence. Ça veut dire quoi? 1. Chaque représentant des partis politiques, conformément à la loi, rentre avec un procès verbal. Vous voyez que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et à partir de là, vous comparez, vous signez. Et c'est dans le bureau de vote qu'on demande à chaque représentant des partis politiques d'effectuer éventuellement une observation contestée. Lorsque vous le faites, ça entre dans ce qu'on appelle le contentieux électoral. Et il faut savoir que, sorti de la commission communale de vote, si vous n'avez pas eu à faire des observations, il y a la commission départementale de vote, il y a la commission nationale de recensement de vote, qui ne va recenser que ce qui a été fait à la base. Comment vous pouvez donc venir nous dire que, du jour au lendemain, c'est le rapport de l'ECAM qui fait foi? Lorsque les représentants de partis sont corrects, chers maîtres et chers amis, de grâce, dites quand même aux téléspectateurs qui nous écoutent que les partis politiques qui sont récemment allés dans les bureaux de vote, le RDPC était le seul et a toujours été le seul à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Je vous donne un chiffre. Dans le CAM, on a 58 bureaux de vote. À la dernière élection présidentielle, nous avions 52. Je vais vous dire quelque chose. Ni le SDF, ni le MRC n'étaient dans 80% des bureaux de vote. Je vous assure, M. Chapi, là je vais faire une ironie qui va vous faire rire. Mais vous légitimez par votre absence dans les bureaux de vote la fraude. Vous préparez la guerre. Mais je vous pose une question. Quand je vais dans un coin comme Yabassi, qui s'appelle Bebondo, où je contrôle le vote du RDPC, je ne trouve pas le SDF. Je ne pas concentré pour une permettez qu'il puisse parler, Elvis Taillon. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Permettez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez réagir. Vous avez la possibilité de réagir. Allez-y, professeur. Je vais à Bebondo. On est où là? Je ne trouve pas de scrutateur du SDF. Je ne trouve pas le scrutateur du MSC et de d'autres partis d'opposition parce qu'ils disent que c'est la brousse. Qu'est-ce que je fais si les unes restent? Vous bourrez les unes. Je rentre, je mets pour Paul Biya. Je mets. Vous l'avez. Mais je vous dis que je mets. Alors, c'est bien pour vous dire que. Attendez, c'est pour vous dire que. Pourquoi je ne vais pas mettre, puisque vous n'êtes pas là, je vais mettre pour Paul Biya. Donc c'est dire que vous-même défendez votre vote. Alors c'est ça Elvis Taillon. Justement, moi je mets, si vous n'êtes pas là, alors, au bout pour moi. Ça Elvis Taillon, sur la question de ce processus électoral, vous avez suivi le débat qui a cours concernant les récriminations et les doléances qu'il faudrait pour améliorer le système électoral et la stratégie du RDPC qui estime que les partis d'opposition n'ont pas les représentants dans tous les bureaux de vote et cela favorise le RDPC. Que répondez-vous? D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce que MRC a dit. Bon, vous savez qu'au niveau du parti du RDPC, ils connaissent comment tricher à gauche, à droite. Bon, ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais pour nous, on sache qu'on est partout. On connaît comment faire pour sauver des élections. On connaît comment faire pour être partout au niveau des élections. Ça nous engage et ce n'est pas le problème des RDPC.
D'ailleurs, je vous dis, comme je viens de citer maintenant, que quand on a une mission normalement de 2 heures de temps, il faut que quand même on donne un peu de temps parce qu'il ne faut pas avoir l'affaire de monopolisation de l'antenne. Personne ne monopolise l'antenne. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Allez-y, c'est votre temps de parole. Just to let you know, let me come back to the issue at stake here, you know. With the system we have in place, Maître Lavoisier said it clearly about the abnormalities of ELECAM. And as I said earlier, when you see Professor Nyamdi complaining, it is simply what they nurtured over 37 years that they are harvesting. Because the child they gave birth to, the devil they planted with the intention of protecting the old barons in the party, they are now eating up their offsprings and not wanting them to see the light of day. That is what they're harvesting now. Now, when we look at the issues, Cedric, when you look at the elections, for example, as we say here, you realize that the system has been put in place. As I said, there's no difference between administration and the CPDM. If you go to ELECAM, like what Barrister is saying here, you have a similar situation. Now, how do you explain that when you go to competitive exams, 18 years, you have young guys being recruited in B. 18 years, I mean. But when it comes to voters, they will tell you have to be 21 years and above. That is the cacophony we have here. And Barrister is clearly saying here because these are electoral reforms that are supposed to have been put in place before the election. Let me explain to you, Cedric, the mafia, CPDM, and Yaoundé regime is putting in place for this election. They will not want to revive the electoral code because if they do it, it will not work in their favor. One, if you look at the members that make up ELECAM, the board members, you understand everybody is central committee. Now, when you go detailing like what Barrister is saying, from the various offices, regions and divisions, subdivisions, you still get them coming in. But now the worrying fact we have here, as I said earlier, is that for the Northwest and the Southwest region, the CPDM and the regime understands that if things return to normal before election, it will be catastrophic for them. What have they decided to do? The same mafia that took part or that took place in the presidential election is the same mafia. So that you know the law permits that for officers who are on duty during election period, they have the right to vote wherever they find themselves on assignment. The law permits that. If you go down for the elections coming up, Northwest, Southwest is tense. We are going to have more than 10,000 deployment of military officials in these two regions, meaning they too have the right to vote. If you have officials voting, will they vote for the opposition? Then you cannot buy the finger that fits you. Automatically they'll be voting for the regime. You see why I say that if you tell Yaoundé and President Nyamdi's president of his party CPDM, please can we wait for the crisis in the Northwest and the Southwest to be organized before we go in for elections, they will not accept. Because what we are saying here is that the regime refuses electoral reforms, refuses to supplement the Northwest Southwest, because to them, they'll be able to put in place rigging mechanisms in the Northwest Southwest that will give them about what we call 35 council seats and above. It will give them all what it takes to have all the parliamentary seats in the Northwest and the Southwest. So you can describe where the mathematics comes in. So that according to them, even if CRM is battling for the 8 regions, they will comfortably have a favorable condition under war in the Northwest Southwest that will work in their favor because they are on the ground. But so the main issue we have here, as I said clearly, as I will keep on saying, is that as CPDM and the regime in place have decided to go in for elections or to put up elections, caring less about the problems in the Northwest Southwest, depriving thousands of Cameroonians in the bushes who cannot vote as I speak. Once the election goes through, they are simply legitimizing Southern Cameroon. Alors, il y a un député, they are simply legitimizing Southern Cameroon to be on its own as having not taken part in the elections. Elvis, il y a un député SDF, Aoudou Mbaya, dans le Ndonga Manton, qui a décidé de ne pas aller à cette élection législative, estimant qu'il ne peut pas marcher sur le sang de ses frères, de ses populations qui l'ont voté à plusieurs reprises. Comment appréciez-vous l'initiative de ce député SDF? Well, the main thing is that, first, it is his personal decision that he took. And as I said earlier, you will not blame him because life is precious than elections. Because when you have people who have arms and they threaten you who don't have arms, when you have people who keep dying every day, it is true, government will tell you the army acts professionally. But I keep on saying that the atrocities are on both sides. When it comes to conflicts,
when conflicts on the ground, Cedric, both sides are always involved in excesses. So even if CPDM regime tells you the army is professional, it is a lie. Both parties are involved in those because they are excesses. But now, looking at the decision of Honorable Awudu Mbaya, it's a decision that I said I expected anyone in the Northwest, Southwest who feels the pinch of what is happening and who understands the gravity of it, he could equate to that kind of decision because it is on his right. I won't say that Honorable Awudu Mbaya acted on his right because life is far precious than going in for something. Look at it. If you have seen those who have been going out on the field from the ruling party, they have the privilege to get into armored cars and move around. Opposition like Awudu Mbaya, you hardly see he will not have the advantage to get into armored car because if he gets into armored car, going to campaign, it means that he will be campaigning against the CPDM because the CPDM will not have that right. So look at it carefully. Those who are on the field now are those who are moving on with military. Therefore, the army, the police, the gendarme that are supposed to protect everybody are now placed to protect certain persons of the regime. You can imagine the mafia that takes place. That's why I repeat here that as the elections go on with the hostility in the Northwest Southwest, President Paul Biya and the CPDM are simply telling us that Southern Cameroonians are different from this part of the country. You need to watch out. Il y a l'équation des élections législatives et municipales dans le nord-ouest et du sud-ouest, avec vous, Serge-Aimé Bikoy, dans une zone comme celle-là, qui a été déclarée des régions économiquement sinistrées du fait de la guerre, avec l'escalade de violence observée ces derniers mois dans le nord-ouest et le sud-ouest. Serge-Aimé Bikoy, comment va être résolue cette équation de la campagne électorale, du processus électoral à mener dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est justement une équation difficile à résoudre. Nous étions parmi les différents analystes à faire étalage de la thèse suivant laquelle si le pouvoir de Yaoundé ne trouve pas des solutions idoines, voire efficaces et efficientes pour justement résoudre ce problème-là, on risquera d'enterrer une logique, celle de la sécession. Il y a un problème qui est longtemps décrié depuis 3 ans déjà que la crise anglophone sévit dans les régions nord et sud, à savoir que c'est le problème anglophone. C'est vrai que le grand dialogue national s'est tenu au palais des congrès de Yaoundé, mais jusqu'ici, on ne voit pas un début d'implémentation d'un ensemble de recommandations et de résolutions qui ont été dûment formulées par l'ensemble des participants. Mais le chef de l'État vient d'annoncer le recrutement de 500 traducteurs et traducteurs-interprètes, en précisant qu'il s'agit d'une mesure de ce grand dialogue national. Serge-Aimé Bikoy. Vous savez, nous avons toujours dit qu'il y a une différence entre des solutions principales et des solutions cosmétiques ou bien des solutions accessoires. Le problème anglophone est un problème éminemment politique. On ne cessera jamais de le dire. Ça fait plusieurs plateaux que vous avez déjà organisés ici, là, et c'est ce que nous disons. Le problème anglophone ne mérite pas justement que l'on y apporte un ensemble de solutions que l'on peut considérer comme des solutions de rafistolage. Parce qu'en réalité, le problème de fond est essentiellement politique. C'est un problème portant sur la refonte de l'État. Et à partir du moment où on ne voit pas une dynamique de solution visant davantage à résoudre ce problème qui est purement et simplement politique, il y aura toujours un ensemble de formes de violence qui rayonneront et demeureront dans ces zones anglophones. Vous savez, lors du grand dialogue national, on a parlé davantage de l'accélération de la décentralisation. Et encore là, il y a eu un déni de fond du problème. Parce que on aurait aimé, d'après certains analystes, que l'on parlât au moins d'une logique qui vise davantage à implémenter la fédération. Mais malheureusement, c'est la décentralisation qui a déjà connu un ensemble d'insuffisances, de lacunes et de dysfonctionnement depuis des années, qui a été une fois de plus remise en vitrine. Et alors là, on a l'impression que l'État a carrément tourné le dos à quelque chose qui pourrait davantage remplacer au moins la sécession qui est prônée par l'ensemble des groupes armés qui sont justement sur le site du combat. Au moins, cette fédération pourrait davantage aider à pouvoir voir dans quelle mesure on peut commencer davantage à implémenter l'ensemble des mécanismes d'action pour justement résoudre ce problème. Même ces recommandations qui ont été formulées, on a parlé notamment du statut spécial qui est attribué aux régions nord et du sud-ouest. Quel est le contenu théorique, technique, administratif, politique qui
qui est attribué au statut spécial. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'en sait rien. Et alors là, on a l'impression qu'au fur et à mesure que les mois s'écoulent, l'État ne travaille pas à résoudre véritablement ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on devrait davantage travailler sur la résolution d'un ensemble d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pouvant davantage meubler ce qui a été appelé lors du Grand Dialogue national le statut spécial, pour que l'on puisse justement avoir un ensemble de résolutions, de recommandations qui puissent être entérinées sur le terrain. Mais à l'heure actuelle, rien n'a été fait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des craintes. Voilà, février 2020 qui arrive avec l'organisation des élections législatives et municipales. Si aujourd'hui on ne travaille pas ce que l'on puisse davantage satisfaire au moins le minimum des récriminations qui sont justement formulées par les différents groupes armés, on risque là justement de pouvoir organiser des élections. C'est pour cela que le problème risque de demeurer et de manière que l'on puisse constater véritablement que lors des élections même, on ne puisse pas davantage atteindre le cap par rapport à ce que l'on veut justement atteindre au niveau des chiffres par rapport au nord-ouest et au sud-ouest. Et alors, il y a toujours un problème. Donc, la solution que vous avez relevée là, c'est une solution secondaire, mais qui n'attaque pas de fond en comble le problème de fond qui est purement et simplement politique, qui porte sur la refonte de l'État. Au regard de l'enlisement de la crise anglophone, il y a les États-Unis qui ont rebondi. Edmond Kamgia, avec l'audition du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Nadi, qui a déclaré devant la Chambre des représentants aux États-Unis que le chef de l'État et ses conseillers croient en une victoire militaire, et pour les États-Unis, c'est improbable une victoire militaire sur le théâtre de la crise anglophone, que le grand dialogue n'a pas porté les fruits escomptés et qu'il faut aller vers des solutions politiques plus inclusives. Comment comprendre cette nouvelle sortie américaine concernant la crise anglophone? Edmond Kamgia. M. Noufélé, avant de reprendre cette question, je voudrais achever un peu sur l'aspect code électoral pour justifier davantage la nécessité de sa réforme. Et sur un point très important, il est urgent que nous ayons la possibilité, nous en tant qu'électeurs, d'utiliser le bulletin unique pour mettre fin à l'achat des consciences. Vous savez que lorsqu'il y a des élections, et on l'a vu lors des élections dans le passé, municipales, législatives et même présidentielles, vous voyez des électeurs qui entrent dans un bureau de vote, qui votent, ressortent avec les autres bulletins, vont dans le petit bar du coin, rencontrer une personnalité qui demande à voir les bulletins avec lesquels vous êtes sortis. Et c'est cela... J'ai dit au Cameroun, ça se fait au Cameroun en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'achat de conscience. Dans aucune grande démocratie occidentale. On n'est pas obligé de faire exactement comme les autres. Bravo. Mais nous devons améliorer le code électoral en tenant compte de la notion de crédibilité du processus électoral. C'est pour cela que nous pensons fermement qu'il nous faut un bulletin unique pour mettre fin à l'achat de conscience. Parce que, je le disais tantôt, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des élections, on voit des gens assis dans un petit coin avec beaucoup d'argent, qui attendent que vous sortiez avec les bulletins des autres formations politiques pour être sûr que vous n'avez pas voté pour celui contre qui il est en face. Et il vous remet un billet de 5 000 ou de 10 000 francs. Les achats de conscience vont continuer tant qu'on n'aura pas mis fin à cette technique qui vise à multiplier les bulletins de vote, et ça nous coûte beaucoup d'argent à imprimer beaucoup de bulletins. Il suffit un seul bulletin de vote, vous cochez le candidat pour lequel, ou la liste pour laquelle vous voulez voter, et puis c'est parti. Et en ce qui concerne les autres éléments que nous n'avons pas cités tout à l'heure, la nécessité et l'urgence d'un nouveau code électoral, ou d'une révisitation du code électoral, c'est en tenant compte même de ce qu'un membre du bureau politique du RDPC a formulé pendant le Grand Dialogue national. Je pense au sultan Ibrahim Bobondjoya, qui avait suggéré fermement, et ça avait été médiatisé, la nécessité de retourner au quinquennat. Un mandat renouvelable une seule fois. Il l'avait dit. Nous, au RDPC, nous sommes pour cela. Il avait... Oui, RDPC, c'est le sultan Bobondjoya. Il avait dit le retour au quinquennat. Il a dit, mais est-ce que RDPC pas accepté ça? Il avait... Il ne peut pas. Si vous permettez, il avait également évoqué ce que la société civile et les partis politiques de l'opposition n'ont cessé de demander depuis une vingtaine d'années. Un scrutin majoritaire à deux tours. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait formuler au niveau de la nécessité de modifier la loi électorale. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Noufélé, quand Tibor Nadi réagit, et notamment dans l'espace, le cadre institutionnel où il s'est exprimé, cela signifie véritablement qu'il a péri à la demeure au Cameroun. Parce que
tous les officiels américains, toutes les institutions des États-Unis, depuis plus de 2 ans, depuis bientôt 3 ans, ont réagi. Et les réactions les plus fortes ont été ces résolutions du Congrès américain, notamment de la Chambre des représentants et du Sénat, qui ont formulé beaucoup de recommandations pour allant dans le sens du règlement de la crise anglophone. Ils avaient sollicité l'ouverture d'un dialogue national inclusif sur la crise anglophone. Ils se rendent compte que le dialogue qui s'est déroulé récemment au Palais des Congrès de Yaoundé, selon eux, n'était pas inclusif. Ils estiment qu'il y ait un dialogue plus inclusif, plus constructif, et qui aille droit au but, qui associe les séparatistes ou les sécessionnistes au débat, à travers notamment des négociations, qu'elles soient directes ou indirectes, mais pour régler de manière efficace et durable la crise. Ça, c'est d'un. L'autre aspect de la sortie de Tibor Nagui, il faut le dire, il est revenu sur ce dossier depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, dans les médias. Il a même rencontré le chef de l'État. On a vu les propos qu'il a tenus aux sorties de l'audience. On a vu toutes les interventions qu'il a eues aux États-Unis, en Europe, comme partout ailleurs. Je ne veux pas revenir sur les détails de ce qu'il a dit, mais cela montre, aujourd'hui, avec la dernière décision qui a été prise par le président des États-Unis concernant l'AGOA, qui entre la loi sur la croissance économique concernant le développement en Afrique. African Growth Opportunity Act. Tout à fait. Et le Cameroun est donc suspendu et la mesure sera appliquée d'ici le 1er janvier, d'ici janvier 2020. Et la sortie de Tibor Nagui, il faut la prendre très au sérieux. Lorsqu'il dit que le Cameroun ne remportera pas une victoire militaire. Il va même plus loin en disant que les collaborateurs du chef de l'État le trompent. Et je partage son point. Il dit que les collaborateurs du chef de l'État le trompent en ce qui concerne la guerre qui est menée sur le terrain. Et je peux vous dire que les Américains ont les moyens de savoir la vérité de la guerre dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest. Jusqu'où sont-ils prêts à aller, Edmond Kamgia, pour mettre la pression sur le gouvernement camerounais pour une résolution politique, comme ils le souhaitent, de la crise anglophone? Ils ont plusieurs leviers. Il y a le levier au niveau de la coopération bilatérale, il y a le levier au niveau de la coopération multilatérale. En ce qui concerne le levier au niveau de la coopération bilatérale, qu'ils ont déjà commencé à travers la mesure prise sur l'AGOA, avant même, il faut le dire, ils avaient suspendu une partie de leur aide militaire. Et ça, cette fois-ci, ils peuvent, puisqu'ils réagissent dans le domaine militaire, ils peuvent aller plus loin et faire en sorte que le Cameroun, dans les rapports de coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun, qu'il y ait une réduction encore plus drastique de la coopération technique, la coopération au niveau des personnels. Vous savez qu'il y a les Américains au Cameroun depuis quelques années qui nous aident à lutter contre Boko Haram dans la formation de nos officiers. Et il va sans dire qu'il est possible qu'il y ait une réduction. Et même tout est possible. Restons d'abord au niveau de la coopération bilatérale. Je reste seulement dans la coopération bilatérale. Il y aura vraisemblablement une réduction après la mesure de la GOA, après la mesure de la suspension sur le plan militaire. Il y aura une mesure plus forte encore sur le plan militaire. Mais restons dans la coopération bilatérale pour dire qu'en réalité, cela montre que les États-Unis sont prêts à utiliser tous les leviers possibles. Et le levier le plus dangereux, c'est d'appuyer sur la coopération multilatérale et notamment sur la possibilité que les Américains ont déjà commencé à utiliser de faire intervenir le Conseil de sécurité pour plancher sur le camp Cameroun. Vous savez que le 13 mai dernier, il y avait eu une réunion informelle concernant la situation humanitaire au Cameroun pour renseigner l'ensemble des membres du Conseil de sécurité sur la situation réelle, humanitaire et même des droits de l'homme au Cameroun. Aujourd'hui, avec toutes les informations qui ont été recueillies et dont sont nourris l'ensemble des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, il va sans dire, et ce n'est pas exclu, qu'il y ait l'ouverture possible d'une réunion formelle sur le cas Cameroun, avec la possibilité d'une résolution qui peut être adoptée et être appliquée. Mais ce n'est pas tout. Il faut dire qu'il y a au niveau de la coopération bilatérale des mesures États-Unis-Cameroun, des mesures qui peuvent être prises, qui concernent les membres du gouvernement, parce que c'est une mesure qui sont déjà prises ailleurs dans d'autres pays.
Ils l'ont prise en RDC, en RDC et dans d'autres pays. C'est-à-dire le gel des biens, des avoirs. On appelle ça les sanctions ciblées de certains membres du gouvernement, notamment ceux qu'ils estiment être les faucons, ceux qui trompent le chef de l'État, parce que c'est ça l'expression qui a été utilisée, ceux qui mettent l'État en erreur, ceux qui l'amènent à prendre des décisions, de mauvaises décisions. Donc les sanctions ciblées peuvent être prises dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, concernant des membres du gouvernement qui trompent, entre guillemets, le chef de l'État et l'amènent à poursuivre dans une voie sans issue. J'appelle une voie sans issue. Je considère comme la voie sans issue le renforcement de la solution militaire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, plus que jamais, la solution est politique. Et c'est une solution qui doit être négociée de part et d'autre. Il faut encourager toutes les mesures, toutes les solutions qui vont dans le sens d'ouvrir un débat très constructif, en direct, entre les séparatistes et la partie gouvernementale. Au moment où il y a la pression américaine, Maître Lavoisier Tshapi, le président de la République, lui, il instruit le recrutement de 500 traducteurs et traducteurs-interprètes comme l'une des mesures d'application des recommandations du grand dialogue national. Comment appréciez-vous cette mobilisation de la première puissance mondiale, les États-Unis, sur la question anglophone et l'attitude du gouvernement face à la pression de la communauté internationale? Le gouvernement croit pouvoir contourner le principe d'une solution négociée, d'une solution de dialogue inclusif pour régler le problème anglophone. Le gouvernement veut contourner parce que le recrutement de 500 interprètes, nous avons près de 8000 interprètes qui sont en chômage. Vous allez recruter 500, les autres vont aller où? Et les instituts de formation des interprètes traducteurs au Cameroun continuent de fonctionner et de former des gens qui ne trouveront pas d'emploi. Donc ce n'est pas une solution à la crise anglophone. Et je vais dire que le renforcement de la répression militaire renforce également dans l'esprit des populations que les séparatistes ont raison et retarde la solution à cette crise-là. Parce que vous allez vous rendre compte que au moment où nous débattons, les villes mortes se poursuivent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ces villes mortes sont scrupuleusement respectées par les populations. Ça veut dire que le grand dialogue national n'a pas réussi à faire que l'école n'a pas repris dans ces deux régions au jour d'aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que dernièrement, les enseignants de l'université de Bamenda ont grevé parce qu'ils disaient qu'il y a beaucoup d'insécurité entre le centre-ville de Bamenda et l'université de Bambili. C'est 4-5 km. Mais ils ont dit qu'il y a l'insécurité. Le gouverneur est descendu là-bas pour dire, bon, on va renforcer la sécurité, on va installer un poste de gendarmerie, tout ça. Mais le lendemain, près de 12 enseignants ont été kidnappés par les séparatistes pour faire comprendre à l'État qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. Vous savez que avant 6 heures, vous ne pouvez pas aller ou sortir de Bamenda par cas de transport public. Il n'y a pas, à l'heure où je vous parle, de transport public par véhicule entre Bamenda et Woum. C'est les motos. Et le trajet qui coûtait 3 000 francs aux citoyens coûte aujourd'hui 15 000 francs. Une moto va vous prendre de Bamenda, elle traverse, elle vous laisse à Bafout, qui est pratiquement à 10 km de Bamenda, et de Bafout, une autre moto vous prend pour vous à 7 500 francs, ça vous coûte 15 000 francs. Or, vous savez que entre le centre-ville de Bamenda et l'arrondissement de Bafout, il y a l'aéroport de Bamenda qui est devenu une base militaire. Les militaires sont là-bas. Et le trafic par moto est régulièrement contrôlé par les Amazoniens, par les combattants séparatistes. Lorsque vous allez de Bamenda, par exemple, à Manfé, passant par Batibo, vous allez rencontrer 2 ou 3 contrôles des Amazoniens sur la voie publique, alors qu'il y a l'armée. De même que si vous allez de Kumba à Manfé, vous rencontrez les mêmes réalités. Ça veut dire que les séparatistes, en dehors des grands centres urbains qui sont les chefs-lieux des départements, les séparatistes contrôlent 80% du territoire. Et c'est une situation sécuritaire extrêmement préoccupante lorsqu'on vous dit qu'on va faire les élections là-bas. Les antennes communales d'Aiglekam n'existent plus, vous le savez. Et vous avez vu que les caravanes de la paix organisées par le chef de l'État
ces caravanes de la paix sont fortement encadrées par les forces militaires. Et j'ai été très intéressé lorsque, à Mbengui, une femme a dit à cette caravane, vous venez, vous êtes escortés par les militaires qui vous encadrent. Mais quand vous allez partir, ces militaires ne vont pas rester. Nous allons faire comment pour nous exprimer face à ces combattants séparatistes? Ça veut dire que la situation sécuritaire sur le terrain est extrêmement préoccupante. Les gens continuent de mourir, les gens continuent de souffrir. Si vous prenez l'axe de Bamenda qui va en Kambé, c'est un axe qui, en temps normal, avant le début de la crise, avec 5 000 francs, on parcourait cet axe. Aujourd'hui, il faut 30 000 francs aux citoyens. Et ce n'est pas donné dans une situation qui est économique, dans une région qui est économiquement sinistrée, que les gens trouvent 30 000 francs. Et même, je puis vous révéler que les gens, pour partir d'un Kambé à Bamenda, sont obligés de contourner par l'ouest. Et vous voyez, ça rallonge le trajet, ça fait qu'il y a des gens qui dépensent presque 50 000 francs. Donc, la situation sécuritaire sur le terrain, elle n'est pas bonne. Et c'est pour ça que l'ambassadeur des États-Unis a dit au président de la République, a dit au Sénat américain que on ne va pas, il n'y a jamais une armée qui a remporté une victoire militaire sur son peuple. C'est difficile. La situation dans le sud-ouest et le nord-ouest nécessite que le chef de l'État comprenne qu'on doit engager un débat inclusif. On doit discuter avec les Ambazoniens. Et vous ne pouvez pas discuter avec les Ambazoniens lorsque ces gens sont en prison. Vous savez, le simple fait que le chef de l'État ait convoqué le dialogue national, en disant que c'est pour répondre aux aspirations profondes des populations anglophones, veut dire qu'il reconnaît qu'il y a un problème anglophone. Si vous reconnaissez qu'il y a un problème anglophone, les gens que vous avez arrêtés dans le cadre de cette crise, doivent être libérés à partir du moment où vous reconnaissez que leurs revendications... C'est bien compris, M. Sapi. Alors, vous êtes en train d'insister sur la nécessité d'aller vers un dialogue inclusif. Avec vous, Elvis, le gouvernement, lui, réagit en reprochant aux États-Unis de ne pas prendre en compte les exactions commises par ces groupes armés séparatistes sur le théâtre de la crise anglophone. Puisque le président Donald Trump, lorsqu'il annonce au gouvernement camerounais qu'il va suspendre le pays de l'accès préférentiel au marché américain, il cite des cas de violation des droits de l'homme perpétrés par les forces de sécurité et de défense. Mais le gouvernement estime qu'il y a aussi des actes qui ont été posés par ces groupes armés séparatistes et qui ne sont pas pris en compte. Comment appréciez-vous cette posture défensive du gouvernement face à un problème qui se pose depuis près de 3 ans? Well, let me just be categorically clear with you here that if you look at comparative politics, Cedric, when Gaddafi was in Libya and there were some other excesses that were recorded, you know, he himself, when the international community was talking about some excesses, just like Saddam Hussein in Iraq, you know, their information ministers, communication ministers, will always come out to bluff. No, this is what we want to bring about instability. It's the same thing we have here. Now, what we have to understand is that Chibo Nagy and the American government, when they look at the crisis, they keep on letting us know that you cannot win the war because they tried in Vietnam. I did not go. Remember, this is a guerrilla warfare, whereby you don't know who you are fighting. They are in the jungles where even the military does not even know where they are or how to get to them easily compared to a regular army. So in this case, when I get the response from the various government benches, I discovered that God has punished us not to reason any longer. This is why I say that, Cedric, from every indication, the truth is that the moment we keep on bluffing against proposals given by America, that is how we keep on getting towards ICC. Because there are crimes against humanity being recorded. When international politics, you look at the field of international politics, Cedric, there are what we call international steps put in place. In the foreign countries that control the world will come as if they are diplomatic. But they are coming and coming gradually. I suggest that the state should take the advice serious, because if they don't take it serious, the next thing is that America might get it one day because they control the world. We don't have, we are begging. We are not independent. They can get it one day and decide, and we will go in for. So the government should be careful because we are moving towards ICC, alors, Special Criminal Court, as I speak. Justement, professeur Msanga Nyamding, en quelques mots, est-ce que le gouvernement camerounais a encore les cartes en main pour pouvoir mettre un terme à la crise anglophone afin d'éviter cette mobilisation de la communauté internationale sur un problème camerounais? Nous avons des gens têtus au gouvernement. Je voudrais vous dire que je constate 2 choses. Notre diplomatie n'est plus crédible.
Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qu'il y a comme effort ici, les États-Unis aient toujours cette position. C'est parce que la diplomatie ne pèse plus. Regardez ce que le président et l'humiliation qu'il a subi récemment en France. Quand on voit la chaîne qui doit être entamée entre l'ambassadeur et le cabinet civil, qui se bat pourtant, Dieu merci, il y a un directeur de cabinet civil qui se bat. Aux États-Unis, on a un ambassadeur, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Pour revenir donc sur ce que vous dites, je partage un point essentiel avec Edmond Kamia. Mes camarades du RDPC, du moins certains, et la plupart des personnalités qui entourent le chef de l'État ne comprennent pas que quand les Américains ont cette position, il faut faire attention. Tout peut arriver. Vous savez, je ne prétends pas être le seul à aimer et à croire en Paul Biya. Mais moi, j'ai l'impression que certains veulent que Paul Biya sorte par la petite porte, à côté de lui. D'ailleurs, j'ai parlé à l'époque du coup d'État scientifique qui repose sur 2 piliers. La gouvernance par embuscade, constamment des embuscades autour du président, et le clientélisme. On l'a vu lors de ce renouvellement. Moi, je pense que si on avait eu des plénipotentiaires qui pouvaient plaider notre cause et dire à nos amis américains que Ayabacho Lucas vit en Occident, Tapan Aïbou vit en Occident, Chris Ano vit en Occident et aux États-Unis, ou encore à Kwanga, on aurait trouvé une solution. Moi, je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Parce que quand les Américains commencent à avoir cette position, je suis surpris autour de moi au comité central, quelques amis, et ailleurs disent c'est rien, c'est rien. C'est là le dit, taisez-vous. C'est moi qui dis. Mais les Américains peuvent d'abord, encadrer et soutenir vertement les Amazoniens. On l'a vu au Soudan du Sud. Et de 2, les Américains peuvent renverser ce régime en provoquant un soulèvement. Qu'est-ce qu'on a? Un pays où il y a des chômeurs, où il n'y a pas d'argent, où il y a tout ce qu'on dit. Moi, je suis celui qui veut sauver le président. Les autres sont des menteurs. Je partage l'avis de M. Thibord. Je crois qu'il faut réagir. S'il faut même discuter avec les Ayabacho Lucas et les autres, parce qu'on les appelle les touristes, discutons avec eux. Je vous assure, je suis sûr qu'autour du chef de l'État, ces gens sont tellement intelligents que je doute fort qu'ils soient si naïfs au point de ne pas savoir ce que pèsent les États-Unis dans le monde. Je suis étonné, je suis quand même l'un des meilleurs spécialistes en relations internationales ici en Afrique. En termes du point de vue géopolitique et géostratégique, les Américains contrôlent les 2 principaux piliers de l'action internationale que sont 1. L'action bilatérale, c'est-à-dire ce sont les relations entre les États. Ils ont des alliés et ils sont suivis. Même dans les conflits qui opposent les Américains et les Russes, les Américains et les Chines, ce sont les conflits commerciaux qui ne remettent pas en cause la mainmise des Américains sur le système international. J'ai entendu des gens nous dire que on va aller chez les Russes, on va aller chez... Et puis le deuxième pilier, c'est l'action bilatérale, l'action multilatérale. Le multilatéralisme, c'est dans les organisations internationales et singulièrement à l'ONU. Je termine pour dire que le président de la République écoute très bien ce que disent les Américains. Parce que c'est eux qui ont la vision et c'est eux qui sont en accord avec la France. Je crois que ce n'est qu'à ce prix, dialogue avec les Amazoniens, dialogue avec tous les autres Camerounais, qu'on pourra trouver un apaisement et mettre en œuvre le statut spécial qui signifie aussi que dans notre constitution, on peut annuler les élections au nord-ouest, au sud-est. Je pense même qu'on va arriver à cela. C'est bien compris. C'est ça le statut spécial. C'est bien compris. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci professeur Msanga Nyamding d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Edmond Kamia, d'avoir participé à ce débat. Et merci également à vous, Serge Aimé Bikoy, Fa Elvis et Maître Lavoisier Sapi d'être venus ce dimanche sur le plateau de Droit de Réponse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.